Bonjour communauté de coups critiques, ici Kim et aujourd'hui dans ma série de vidéos portant sur les clans de Vampire la Mascarade 5e édition, je vous parle du clan des Nosferatu. Les Nosferatu sont reconnus pour porter la malédiction vampirique à l'extérieur de leur corps. Donc, leur corps est horriblement tordu, déformé par l'étreinte, et ils vont se cacher aux abords de la plupart des villes, agissant comme des espions, des courtiers d'information. Ils utilisent aussi beaucoup les animaux et leur propre capacité surnaturelle à se cacher, et rien n'échappe aux soi-disant rats d'égout. Donc, pour les Nosferatu, leur étreinte est une des plus douloureuses, carrément. L'étreinte va tordre leur corps, va déformer leur corps et la transformer en quelque chose d'autre pour toujours. Donc, ils vont être, pour l'éternité, coincés dans un corps qui est beaucoup plus monstrueux. L'ensemble du processus, donc de la transformation des Nosferatu, peut prendre des semaines et entraîner des déformations similaires à des malformations congénitales, à des excroissances, des blessures graves, des plaies ouvertes, et laisser les plus malchanceux, parce qu'ils ne se ressemblent pas tous, laisser les plus malchanceux sous la forme de monstres hideux ou d'humains d'apparence, pour les plus chanceux, d'apparence semi-normale, mais avec vraiment des graves conditions. Donc, indépendamment de leur apparence monstrueuse, ils font souvent partie des sires, des parents, on pourrait dire vampires, les plus compatissants, parce que c'est vraiment les vampires qui portent la malédiction à l'extérieur de leur corps plutôt qu'à l'intérieur. La plupart des Nosferatu sont beaucoup moins monstrueux dans leur tempérament, dans leur comportement, et ils ont l'apparence monstrueuse à la place. Pour se fondre dans la masse, certains Nosferatu vont utiliser leur capacité d'occultation ou de maquillage carrément, ou porter parfois des lourdes prothèses pour essayer de se cacher de l'œil suspicieux des mortels. Une bonne partie du clan va aussi considérer que lorsque des problèmes sont prêts de survenir, il est préférable de se faufiler dans le sous-sol, dans les égouts, dans des souterrains pour éviter d'être détecté, ou envoyer d'autres vampires se présenter dans la tour d'ivoire de la Camarilla plutôt que de les affronter eux-mêmes. Donc ils vont, par choix, parfois, ou par nécessité, rester beaucoup plus dans les ombres, en grande partie dû à leur apparence. Dans leurs recherches, la Seconde Inquisition a remarqué que les Nosferatu ont tendance à s'attarder beaucoup autour des exclus sociaux. Donc, ils vont établir des relations avec eux, ils vont gagner leur compassion pour mieux se cacher des chasseurs. Donc, parfois, ils vont carrément se cacher à la vue de tous parmi les itinérants, que la plupart des gens cherchent à ne pas regarder, à ne pas voir. Donc, ils vont vraiment se tenir et vivre parmi les gens marginalisés dans la société. Les Nosferatu, donc, ont commencé aussi à communiquer via des codes, des langues mortes, à travers plusieurs sources pour pas être suivis et ne pas être, on pourrait dire, reconnus là, par la Seconde Inquisition, surtout après la chute du Shreknet. Le Shreknet, rapidement, c'était un hub, un genre d'internet pour les vampires où ils communiquaient entre eux, ils parlaient entre eux, qui étaient cachés du monde des mortels, comme tout ce qu'ils font. Mais éventuellement, la Seconde Inquisition l'a trouvé, donc tous les appareils, on pourrait dire, de surveillance américaine qui l'a transmis aux autres chasseurs de vampires par la suite, a trouvé le Shreknet et ce qui a mené à la perte de plusieurs vampires, là, plusieurs domaines ont sombré. Les mauvaises langues disent que c'est la Camarilla qui a carrément donné accès au Shreknet au gouvernement américain pour faire tomber les domaines du sabbat. Mais tout ça pour dire aussi que le blâme est quand même allé beaucoup sur les épaules des Nosferatu parce que c'est eux qui ont créé ce réseau-là.
Les disciplines auxquelles ont naturellement accès les Nosferatu et l'utilisation qu'ils en font généralement. Premièrement, l'animalisme. Donc, l'animalisme sert à augmenter la portée des Nosferatu, on pourrait dire leur portée d'influence ou leur réseau d'espionnage. Donc, ils vont réussir à envoyer des essaims de rats ou de petits animaux pour avoir l'observation des endroits qui ne sont pas accessibles pour eux, ou carrément aussi pour attaquer des adversaires. C'est quand même assez utile d'avoir une armée de rats qui attaque pour toi. Ils utilisent aussi, avec l'animalisme, beaucoup les rats d'égout pour se nourrir eux-mêmes. On s'entend qu'il est plus facile et probablement plus éthique, en bout de ligne, d'invoquer et de drainer un animal plutôt que de traquer un mortel pour se nourrir. Par contre, c'est quelque chose qui est moins nourrissant et que plusieurs vampires daignent faire. La capacité d'occultation permet aux Nosferatu, le monde, de se cacher du regard public, parfois de changer leur apparence, mais il y a quand même des opinions mitigées au sein du clan. Certains membres du clan sont quand même fiers de leur horrible apparence. C'est devenu une marque à un certain point, une fierté de faire partie du clan des Nosferatu, donc ils ne cherchent pas nécessairement à changer leur apparence, ou du moins ils ne cherchent pas tous à changer leur apparence. Donc, quelle que soit leur opinion sur cette controverse, là, je mettrai en très gros guillemets, c'est un atout exceptionnel là, pour quand vient le temps là, de se nourrir, si on se nourrit d'humains, ou pour espionner. Finalement, la puissance est un outil précieux pour neutraliser rapidement les ennemis. Donc, de nombreux scabs vont quand même réfléchir à 2 fois avant de l'utiliser devant des mortels, parce que ça peut, on s'entend, révéler la tromperie. Mais les Nosferatu sont quand même reconnus pour être de puissants vampires. Là, ils sont forts, ils peuvent sauter haut, loin. Donc, c'est vraiment une discipline qui est très fréquente dans le clan. Donc, le fléau du clan, je l'ai nommé depuis le début, c'est la répulsion. Maudits par leur sang, dès le moment où ils sont étreints, ils vont se transformer en monstres révoltants. Donc, concrètement, mécaniquement, ce que ça veut dire, c'est qu'ils ne pourront jamais augmenter leur note dans les mérites liés à l'apparence. Ils doivent, à la place, sont obligés de prendre le défaut répulsif à 2 points. Donc, toute tentative de se déguiser encourt une pénalité égale à la sévérité du fléau du personnage, et ça inclut également l'utilisation des disciplines telles que masque aux 1000 visages, qui est une discipline qu'ils peuvent utiliser pour changer leur apparence physique. Cependant, la plupart des Nosferatu ne vont pas violer la mascarade en étant vus. On s'entend, oui, on a apparence monstrueuse, mais sont perçus comme des humains grossiers, terrifiants, mais pas littéralement des monstres. Donc, si vous faites littéralement un squelette ambulant ou quelqu'un de tellement monstrueux que les gens perdraient connaissance dans la rue, là, on n'est pas là non plus les Nosferatu, mais ils vont attirer le regard sur eux, on va porter le dédain aussi, puis clairement, tu te rappelles d'avoir vu un Nosferatu tellement il est laid. Une variante du fléau, c'est l'infestation. Donc, si on veut pas obliger quelqu'un à prendre un malus lié à l'apparence, donc ça fait partie, on s'entend, là, les Nosferatu, tu peux pas avoir un beau Nosferatu, là, à la limite, va être passable, mais si tu veux pas prendre ça comme fléau, vraiment, la variante, comme je dis, c'est l'infestation. Donc, le havre d'un Nosferatu va toujours être infesté de vermine. Toute tentative de faire quelque chose qui nécessite de la concentration va entraîner une pénalité de gravité de fléau plus 2, donc si vous avez une gravité de fléau de 1, c'est moins 3D, ainsi que la même pénalité aux tests sociaux. Aussi, quand un Nosferatu passe une scène dans un endroit clos, la vermine va apparaître tranquillement pas vite et va provoquer la même pénalité, mais ça va être seulement, on s'entend, la gravité de fléau. Fait que toute tentative de contrôler ces vermines-là avec l'animalisme est effectuée avec une pénalité aussi égale à la sévérité du fléau. Là, donc, c'est pas un avantage d'avoir tout le temps la vermine qu'on peut contrôler. C'est vraiment les tests sociaux, les tests de concentration deviennent difficiles à faire dans ces endroits-là. La compulsion du clan
et la cryptophilie. Donc, les Nosferatu sont consommés par une soif de secrets privés. Ils cherchent à obtenir des connaissances, des grandes, petites connaissances, qu'importe. Ils veulent tout savoir et tant que c'est des choses que les autres personnes ne savent pas. Donc, pendant leur corruption, pendant leur compulsion, ils refusent également de livrer leurs propres secrets en échange, sauf dans un cadre où c'est un échange où ils gagnent quelque chose de plus important. Donc, c'est pas d'égal à égal. Ils peuvent donner un secret dans la seule optique qu'ils vont se faire révéler quelque chose d'encore plus important qu'eux révèlent. Donc, toute action qui vise pas activement à faire découvrir un secret leur fait subir une pénalité de 2D. Donc, cette contrainte-là prend fin lorsqu'ils apprennent un secret qu'ils jugent utile ou pertinent et le partage de ce secret-là aux autres membres de la coterie est entièrement facultatif. Les archétypes d'individus qu'on retrouve habituellement dans le clan Nosferatu, on retrouve premièrement le détective privé. Donc, même si leur apparence amène personne à la porte, c'est pas leur apparence qui donne le goût d'aller les voir, leur capacité à recueillir de l'information a intéressé plus d'une personne, on s'entend. Donc, dans la vie, il y aurait pu être carrément des détectives qui poursuivent désormais dans leur non-vie, leur métier, mais dans l'ombre. On retrouve aussi donc les habitants souterrains. Donc, une fois qu'ils ont tout perdu ce qu'il y avait dans leur vie, ils sont allés sous terre, se cacher, vivre avec les rats dans la poussière et les débris des souterrains. Donc, ils ont élu domicile dans les égouts, dans les souterrains, dans les stations de métro. Ils ne retournent à la surface que lorsque c'est extrêmement nécessaire et que, dans le fond, ils élaborent souvent leur plan longtemps à l'avance dans le souterrain avant de sortir de ceux-ci. Troisième catégorie de personnes qu'on retrouve dans le clan, c'est les Cléopâtres, qu'ils appellent. Donc, ce vampire-là était autrefois une étoile montante du cinéma, de la chanson, qu'importe, une influenceuse ou un influenceur. Donc, cette étoile montante-là était belle au-delà de toute comparaison, et ça l'a créé de la jalousie auprès d'un vampire Nosferatu, qui a décidé de transformer cette personne-là pour lui enlever cette dite beauté. Donc maintenant, le vampire parcourt la ville avec un visage que personne peut aimer. Finalement, dans les Nosferatu, on va retrouver le spécialiste technique. Donc leur présence, leur physique, on s'entend, peu attrayant, peut dissuader certaines personnes de faire avec eux, mais ils savent que... Tous les vampires savent que si jamais ils ont un besoin de pirater un téléphone, pirater un serveur informatique, avoir une information comme ça, avoir un hacker à un certain point, là, c'est à eux qu'il faut s'adresser. Donc, ils ont vraiment développé une spécialité dans ce domaine-là. Au niveau de la culture, les Nosferatu sont habituellement organisés en couvées. Donc, des communautés situées au centre d'un réseau d'égouts, par exemple. Ils vont se servir des villes, ils vont carrément créer des villes souterraines, oui, et abriter des dizaines de vampires dans un même espace. Donc, les Nosferatu sont, comme j'ai dit, stéréotypés pour être laids à l'extérieur, mais humains à l'intérieur. C'est quand même pas tout à fait vrai, là. Il y a beaucoup de Nosferatu qui vont jamais quitter les égouts. Il y en a qui ont l'habitude d'envoyer les plus sympathiques communiquer avec le reste du monde extérieur. Donc, ils sont pas tous très sociables, remplis d'entre-gens, très sympathiques. Certains restent bêtes, là. C'est comme des êtres humains en bout de ligne, là. On n'est pas tous gentils et sociaux. Mais on s'entend, c'est pas les La Sombra, là, c'est pas des psychopathes, sociopathes, là. Donc, habituellement, comme je dis, la bête est à l'extérieur d'eux plus qu'à l'intérieur. Donc, les Nosferatu insistent aussi fortement sur la loyauté du clan avant tout le reste. Donc, compte tenu de leur apparence hideuse, ils dépendent fortement des structures de soutien du clan, d'abord et avant tout, autant pour le refuge que pour la nourriture. Les couvées sont généralement
gérontocratiques, c'est-à-dire que les Nosferatu les plus âgés vont définir la politique, vont guider les plus jeunes. La plupart des Nosferatu peuvent acquérir des emplois au sein de leur clan, notamment en participant à des projets de construction ou à d'autres projets de survie. Donc le clan va être, sans dire plus refermé sur lui-même, va être beaucoup plus parfois autonome, pas nécessairement mêlé à la vie des mortels, justement. Et parfois, justement, vont avoir des emplois qui se font à distance là, de manière informatique. Donc, les Nosferatu ont un complexe là, profondément enraciné dans la beauté physique, en particulier, ou plus en particulier avec les clans comme les toréadors, qui pour eux, la beauté, souvent la beauté classique, est vraiment mise à l'avant-plan. Donc, les Nosferatu auront tendance à facturer des prix plus élevés aux toréadors et à obliger les clans supérieurs à ramper dans le fond des égouts, chercher à les humilier en passant dans des tunnels dégoûtants pour négocier avec eux. Donc, c'est aussi une des raisons pour que les Nosferatu ne sortent pas nécessairement de leurs égouts ou de leurs souterrains pour aller parler aux autres vampires, mais demandent que ces vampires, parfois hautains-là, descendent dans les égouts pour parler avec eux. De la même manière, les Nosferatu vont souvent accentuer leur hideur, leur laideur, en cultivant toute une gamme d'habitudes physiques dégoûtantes. Certains Nosferatu vivent sous terre peuvent développer un penchant pour des formes d'art bizarres, pour de la musique aussi étrange, le jardinage, la sculpture. Les rumeurs, oui, parlent du développement de chambres souterraines acoustiques. Avec des chambres d'écho, avec des bruits de bestioles. Certains ont des jardins fantastiques avec des champignons d'une grandeur de la taille d'un arbre. Donc, tout ce genre de choses malaisantes-là peuvent se retrouver dans les lieux où les Nosferatu ont trouvé domicile. Au niveau de l'étreinte, les Nosferatu vont étreindre différents types de personnes à différentes étapes de leur vie, généralement celles qu'ils trouvent utiles. Donc, le clan a vraiment des besoins très diversifiés. À l'ère de la nouvelle technologie et du désastre qu'a été le ShrekNet, de nombreux sires ont choisi d'étreindre parmi des techniciens informatiques, mais aussi des archivistes physiques. Donc, garder l'information en sécurité et la possibilité de transmettre l'information aux autres vampires, c'est devenu primordial en cette période-là qui offre... c'est quand même des opportunités qui sont dangereuses avec toute la surveillance, mais qui sont très lucratives. Donc, un autre sire, Nosferatu, peut rechercher un enfant qui a un esprit curieux. Donc, dans les forces de l'ordre, oui, chez les universitaires, les détectives, toute personne qui est douée pour résoudre des énigmes complexes peut être attrayant pour les Nosferatu. D'un autre côté, beaucoup oublient aussi que les Nosferatu, c'est un clan qui est puissant, comme je l'ai dit tantôt là, dans les disciplines. Donc, les criminels, les survivants font aussi des descendants décents pour le clan, comme étant les exécutants. Donc, les Nosferatu ont tendance à englober deux classes de personnes différentes. D'abord, celle pour qui l'étreinte est un pas en avant. Donc, les sans-abri, les personnes qui étaient désespérément antisociaux, les abandonnés, les malades mentaux, les personnes qui étaient émotionnellement endommagées, les imparfaits, les vagabonds. Donc, toute personne qui était en bas de l'échelle sociale, donc les Nosferatu, a priori, ont un sentiment d'attache, de parenté avec eux. Et donc, quand ils se font transformer, mais toutes ces personnes-là qui étaient marginalisées se trouvent un clan, se trouvent enfin un sentiment, on pourrait dire, d'intégration sociale. Et pour eux, c'est un pas en avant. La deuxième classe est constituée des personnes pour qui l'étreinte, au contraire, c'est un désavantage. Donc, les reines de beauté, les personnes qui étaient issues de milieux privilégiés, pour eux, c'est pas un avantage rentrer dans ce clan-là, devenir une personne hideuse. Donc, les Nosferatu sont quand même aussi réputés pour leur étreinte vengeresse. Donc, les Cléopâtres, là, en résument vraiment l'essence, là, et vont mener des vies vraiment misérables au sein du clan. Donc, l'étreinte dans le clan ressemble à aucune autre étreinte dans aucun autre clan de vampires. Là, leur transformation se fait pas en un instant, comme
se fait la transformation des autres clans, mais lentement au fil du temps. Donc, le jeune oisillon, le bébé vampire, va être soumis à l'horreur de voir sa chair éclater lentement en variole. Ses os vont se tordre, ses tissus peuvent se regrouper en excroissance. À la fin de leur transformation, ils vont prendre connaissance de l'ampleur, en fait, de la manifestation physique de leur malédiction. Comme j'ai dit, c'est vraiment pas semblable pour tous les vampires. Certains vont avoir une longue tête avec des dents très pointues. Certains vont avoir la peau qui devient presque translucide, où on voit toutes les veines. Certains vont avoir comme des excroissances qui poussent le long de leur corps, comme s'il y avait comme plein de tumeurs à la surface de leur peau. Donc, les manifestations là sont vraiment multiples. Comme j'ai dit, certains Nosferatu vont ressembler à des humains qui souffrent d'une maladie. Donc, il peut avoir des pustules sur la totalité du corps. Certains autres vampires sont vraiment plus malchanceux et ont l'air carrément monstrueux, comme j'ai dit. Donc, l'étreinte de Nosferatu aussi est particulièrement douloureuse. Elle fait très mal. Le corps se déforme, se tord à mesure que le sang crée un nouveau vampire, là, que la vitée s'épaissit dans les veines du vampire. Et le risque qu'un Nosferatu meure en cours de processus de l'étreinte est quand même aussi plus élevé que chez les autres clans. Il arrive, après la transformation des Nosferatu, que certains émergent comme des simples brutes. Le cerveau a été endommagé durant la transformation du vampire et sont incapables de pensée supérieure, de réflexion ou de compétences de survie de base. Ils sont plus capables de respirer, sont plus capables de bouger. Et dans certains cas, les sires vont prendre soin de leur enfant comme ça, comme justement d'un bébé là, qui n'est plus capable de fonctionner. Mais parfois, ils vont tuer, vont abréger les souffrances de leur enfant, mais de manière très, je veux dire, très humaine. Ça reste qu'ils sont plus humains, là, mais avec beaucoup d'empathie, plus que comme les Lasombra ou d'autres clans pourraient le faire là, en étant déçus de leur vampire. Donc, c'est pas quelque chose, c'est pas une déception, c'est pas comme s'ils avaient créé un déchet qui était décevant. C'est vraiment plus un côté empathique qui vont chercher à abréger les souffrances du Nosferatu qui peut pas fonctionner suite à la transformation. Dans la société mortelle, les relations les plus bizarres peuvent se produire entre les Nosferatu et les humains. Donc, même les Nosferatu les plus endurcis peuvent découvrir une faiblesse, avoir un faible pour un ou plusieurs types d'humains, en fait. Donc, en vivant comme ils le font dans des endroits que beaucoup considèrent comme l'enfer, là, habiter dans des égouts, habiter dans des lieux vraiment insalubres. Il existe une longue tradition dans laquelle, selon laquelle les Nosferatu offrent leur aide aux autres, aux humains qu'ils sont comme eux. Donc, il existe de très nombreux cas de vampires cruels qui s'attaquent à des sans-abri, par exemple, à des enfants, à des personnes qui ont des troubles de santé mentale, qui ont été inexplicablement battus, abandonnés quelque part en guise d'avertissement aux autres vampires. Donc, les Nosferatu protégeraient les gens les plus démunis, on pourrait dire, dans la société. Donc, aussi cliché que ça puisse paraître, de nombreux orphelinats, bourses d'études, des organisations d'entraide aussi, doivent au moins une partie de leur financement au Rodégo. Vivant dans le caniveau, nombreux sont les Nosferatu qui veulent aider ceux qui peuvent encore s'en sortir. Donc, contrairement aux toréadors et aux ventrus, ils se vantent rarement, voire jamais, de leurs accomplissements. La plupart des personnes extérieures au clan ne connaissent même pas, en fait, les bons gestes que les Nosferatu auraient pu faire. Malgré tout, en raison de leur malédiction, on s'entend qu'il est difficile pour les Nosferatu de se mêler aux mortels. Cependant, ils trouvent généralement les moyens de se fondre parmi les humains, les exclus principalement, et les humains en général qui souffrent de problèmes de santé. Donc, certains ont des manifestations plus graves à cause de la malédiction, comme j'ai dit. Ils peuvent utiliser l'occultation ou des masques physiques pour aider à se fondre dans la population. Donc, si vous jouez un Nosferatu, vous n'êtes pas condamné à vivre dans des souterrains. Là. C'est possible de se fondre dans la masse.
L'autre option consiste toujours à chasser ses proies dans l'ombre. Donc, compte tenu de leur situation, les Nosferatu sont moins susceptibles d'être encore aussi en contact avec les humains de leur ancienne vie. Au début, peu après leur transformation, plusieurs vampires vont conserver des contacts avec leur famille ou certains de leurs amis, et ces contacts-là vont disparaître au fil du temps. Les Nosferatu étant simplement devenus totalement monstrueux, souvent couplent simplement tout contact avec les personnes qu'ils connaissaient de leur vivant. Donc, malgré les obstacles, les Nosferatu aiment toujours avoir de la compagnie, comme le font les autres vampires. En fait, ni plus ni moins que les autres vampires. Certains Nosferatu profitent de la sympathie des exclus à leur regard, certains allant même jusqu'à convaincre les mortels qui sont les seuls à prendre soin d'eux et à veiller sur eux. Ils peuvent parfois même convaincre les mortels de boire, de les laisser boire à leur coût, comme étant un échange de bons services. Donc, il s'agit d'une codépendance malsaine ou simplement d'un subterfuge. C'est efficace. Donc, ça permet aux Nosferatu de s'alimenter simplement et de manière beaucoup moins dangereuse. Donc, de nombreux Nosferatu aussi utilisent cette influence-là qu'ils ont sur les parias de la société pour avoir des messagers relativement décents. Donc, avoir des humains qui peuvent aller transférer des messages ou rendre des services durant la journée, ce qui est vraiment pas pratique ou facile pour un vampire. Dans la société vampirique, les Nosferatu sont connus comme étant le clan des secrets, des subterfuges, c'est les espions. Donc, c'était les architectes, comme j'ai dit, du Schrecknecht, donc l'ancien hub là, en ligne qui permettait aux vampires de publier des informations et de communiquer entre eux. Donc, lorsque les membres de la Seconde Inquisition ont compromis les serveurs, ça a quand même provoqué une crise parmi les vampires. Là. On en reparlera dans la vidéo appropriée, mais le clan Tremere a vraiment été attaqué et pas décimé, là, mais a perdu beaucoup de son pouvoir et de son organisation à cause de ça. Et donc, il y a eu une panique, là. On s'entend chez les vampires. Donc, même si les Nosferatu gardaient les secrets de leur propre clan à part, ils les mettaient pas dans le Schrecknecht, leur crédibilité a été remise en question et beaucoup de membres de leur clan Nosferatu sont décédés comme conséquence de la découverte du réseau. Les Nosferatu, à ce moment-là, se sont vraiment retranchés de la société vampirique et ont commencé à comploter. Alors que la Camarilla et les Anarques commencent à dériver là, dans les nuits modernes avec la montée en puissance de la Seconde Inquisition, le clan Nosferatu a conclu un pacte secret avec les Brujah, à l'époque qui était encore dans la Camarilla, pour quitter la Camarilla. Faut noter que les Nosferatu ont menti, donc les Brujah ont quitté la Camarilla, mais les Nosferatu, dans le fond, sont restés, ont vendu les Brujah et ont assuré leur place dans la secte de cette manière-là. Les Nosferatu, c'est pas le clan à qui tu peux nécessairement faire le plus confiance, mais contrairement, par exemple, aux disciples de Seth, le sacerdoce à qui personne fait confiance, ou le Ravnos, ou le Lasombra qui vont se planter des couteaux dans le dos les uns les autres, le Nosferatu fait ce qui est bon pour leur clan. Les Nosferatu sont maintenant vraiment stigmatisés pour leur comportement de traîtrise, mais ils en ont quand même profité. Donc, avec la perte des Grands Grêles et des Brujah, la Camarilla s'est vraiment tournée vers les Nosferatu pour puiser dans leur force. Donc, ce sont des vampires qui peuvent utiliser la puissance, et avec le départ de ces deux clans-là, mais c'est un des seuls vampires, un des seuls clans qui restait dans la Camarilla qui avait ces disciplines-là, qui avait cette capacité-là. Donc, les rôles d'exécuteurs, de chasseurs, d'espions conviennent vraiment aux Nosferatu, et ça leur a permis d'avancer et de gagner des échelons dans les nuits modernes. Même avec une attitude quand même passablement paranoïaque, les Nosferatu prennent toujours les coteries très au sérieux. Donc, une fois prouvés dignes de confiance,
Ils peuvent considérer une coterie comme une sorte de cellule familiale. Beaucoup ont l'habitude de compartimenter les cercles sociaux auxquels ils font partie. Pour les Nosferatu, dans le fond, la coterie offre une chance de découvrir d'autres parties du monde qui leur pensaient fermées. Ça leur permet d'entrer dans des boîtes de nuit, ça leur permet de faire des promenades sous les étoiles, hors des souterrains, d'aller dans des musées. Donc, les coteries et, on pourrait dire, côtoyer différents clans leur offre beaucoup d'opportunités qu'ils n'auraient pas s'ils restaient enfermés dans leur propre clan. Cela peut aider aussi à contrer l'aliénation carrément là, que de nombreux Nosferatu peuvent ressentir face à ceux qui ne font pas partie de leur clan. Donc, la proximité brise les tabous et les stéréotypes là, et ça leur permet des fois de dépasser des fois ce sentiment paranoïaque-là qu'ils ont fini par développer en étant tout le temps exclus. Les différences à travers les factions. Donc, le clan a dû faire beaucoup pour réussir à s'intégrer à la Camarilla. Le fait qu'ils aient trahi les Brujah, oui, c'est un indicateur important d'avoir trahi un clan au complet, comme ça, peut ternir le nom de ton clan. Mais c'était pour eux un move, quelque chose d'important à faire pour s'assurer leur place dans la Camarilla. Donc, en effet, il y a quand même de nombreux membres du clan Nosferatu qui pensent que l'adhésion de la Camarilla à la mascarade étant l'organisation qui maintient le plus la mascarade et le fait d'être complètement caché de la société, on pourrait dire humaine, là, c'est un avantage majeur pour le clan. Donc, eux gagneraient absolument rien à ce que la mascarade tombe. Les Nosferatu qui deviennent anarques le font souvent parce qu'ils sont fatigués d'être au plus bas de l'échelle et de se cacher dans l'ombre de la secte. Donc, aussi, on s'entend, les toréadors sont un des fondateurs de la Camarilla et on a dit qu'il y avait déjà une dichotomie auprès, où il y a vraiment oui, c'est ça, une dichotomie auprès des Nosferatu, là, donc ils ne sont pas proches sur plusieurs aspects de leur personnalité. Donc, ça a conduit plusieurs Nosferatu, dans le fond, qui sont parfois plus flagrants, qui sont moins gênés de se montrer à l'extérieur, donc à parfois briser la mascarade carrément quand ils font partie des anarques, donc d'y aller un peu plus dans l'extrême, au lieu de se cacher carrément, on va s'exposer. Mais à travers tout ça, donc, des Nosferatu ont commencé à assumer des rôles de leadership parmi le mouvement anarque. Et on pourrait dire le pire, ou malheureusement, ou mettez l'adjectif que vous voulez, là, les Nosferatu qui sont encore liés à la Camarilla tentent souvent de saper les efforts des Nosferatu anarques qui montent les échelons. Ils considèrent ces personnes-là comme imprudentes, que, dans le fond, de devenir un dirigeant, c'est dangereux actuellement, que le clan devrait se concentrer, se cacher. Donc, les Nosferatu dans la Camarilla sont beaucoup plus dans l'ombre habituellement, et ceux qui sortent de l'ombre parmi les anarques se font parfois même si c'est extrêmement rare habituellement chez les Nosferatu, vont se faire saper ou vont se faire planter des couteaux dans le dos par leurs confrères de la Camarilla, pas parce que c'est des sectes ou des factions à l'opposé, mais vraiment parce qu'ils ont une vision de ce qui est bon pour le clan qui est à l'opposé. Voilà, ça fait le tour du clan Nosferatu, clan que personnellement j'adore. J'adore ces vampires extrêmement laids, mais qui, en fait, ce qui m'intéresse le plus de ces vampires-là, c'est tout le côté espion, contrôle de l'information, les gens qui tripent sur et qui adorent tout ce qui est casse-tête, puzzle, énigme. Donc, je me retrouve vraiment beaucoup dans cet aspect-là des Nosferatu. Donc, si vous avez déjà joué un personnage de ce clan-là, je serais curieuse de le connaître, je serais curieuse que vous me disiez à quoi il ressemblait, c'est quoi il faisait, c'était quoi ses intérêts, où il habitait. Si vous avez des questions concernant le clan, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire, ça va me faire, encore une fois, plaisir de vous lire, plaisir de vous répondre, surtout. Si vous avez apprécié la vidéo, un petit pouce en l'air, aimez la chaîne, suivez-nous. Si vous voulez voir les vidéos en avance, venez faire un petit tour sur Patreon. Donc, toujours
extrêmement reconnaissant de ceux qui nous aident et qui nous suivent. Et sinon, si vous faites rien de ça, ben je vous aime pareil, puis ça va me faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine. Bye!